j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, que vous faites d'excellentes lectures. Je suis super contente de vous retrouver, d'enfin me poser, d'enfin prendre le temps de prendre la caméra pour ouvrir cette vidéo semaine livresque, parce que mine de rien on est quand même jeudi matin. Je ne sais absolument pas où est passé tout le début de semaine. Vraiment c'est passé super vite, mais là j'ai terminé une lecture, j'en ai commencé une nouvelle, donc il fallait absolument que je vienne en parler avec vous, d'autant plus que la lecture que j'ai terminée, je l'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai passé un excellent moment. Et on va donc parler de ce fameux livre que j'ai terminé, c'est donc Cocktail Club de Sophie Kinsella, mais ce livre-ci elle l'a publié sous le nom de Madeleine Wickham. Alors j'avais un doute quel était son véritable nom et quel était le pseudonyme. Donc son véritable nom c'est Madeleine Wickham, elle a écrit des livres sous ce nom-là et elle a aussi écrit beaucoup de livres sous le pseudonyme de Sophie Kinsella, notamment la célébrissime saga L'accro du shopping qu'on a, je pense, plus besoin de présenter maintenant. Je suis à jour, j'ai lu tous les tomes, c'est une saga que j'aime énormément, très divertissante, pleine d'humour, pleine de légèreté, avec des personnages attachants. Becky, elle est juste géniale. Voilà, cette Becky qui est vraiment accro au shopping, c'est plus fort qu'elle, elle trouve toujours toutes les raisons, mais vraiment plus abracadabrantes les unes que les autres pour justifier un shopping. Elle est toujours débitrice sur son compte bancaire, vraiment c'est un spécimen, Becky, et j'ai passé d'excellents moments avec elle pendant toute la saga de l'accro du shopping. Sophie Kinsella fait partie de ces autrices dont j'ai envie de lire tous les livres. Il y a vraiment, j'ai une petite liste d'auteurs et d'autrices comme ça, et j'ai envie de lire tous ces livres écrits à la fois sous le pseudonyme de Sophie Kinsella et sous son véritable nom, Madeleine Wickham. Et c'est donc pour ça que j'ai lu Cocktail Club, qui était un super roman chick-lit. Alors j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus sérieux, même si on retrouve l'humour de l'autrice, que certains de ses livres écrits sous le nom de Sophie Kinsella, notamment un petit peu plus sérieux que L'accro du shopping, même si dans L'accro du shopping on va quand même parler aussi de sujets lourds, de sujets importants. Ici j'ai trouvé qu'il y avait des moments vraiment très poignants et qu'on abordait des sujets vraiment importants, qu'on rentrait quand même en profondeur dans ces sujets-là, qu'on laissait pas le tout en surface. C'est un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui m'a mis la larme à l'œil aussi. J'ai vraiment passé un super moment de lecture et je ne peux que vous le recommander. Dans ce livre, on va faire la rencontre de trois amies, Roxane, Maggie et Candice. Elles travaillent toutes pour le même journal et elles se retrouvent toutes les trois en début de mois. C'est leur rituel de meilleures amies pour un petit cocktail pour décompresser dans le bar Le Manhattan. Alors quand elles ont commencé ce petit rituel là, c'était vraiment un tout petit bar, pas très connu, vraiment c'était leur petit repère et ce bar a pris de la notoriété. Maintenant c'est devenu quelque chose de très huppé, de très connu, de très reconnu aussi, mais bon, elles veulent pas déroger à la règle quand même, c'est leur QG, c'est leur bar. Donc elles se retrouvent une fois par mois là-bas pour débriefer sur leur vie privée, leur tracas, pour papoter, vraiment pour décompresser. Alors on a Maggie qui elle est rédactrice en chef pour le journal, c'est donc la supérieure de Candice et de Roxane indirectement, puisque Roxane est freelance. Maggie, elle attend son premier enfant, donc au début du livre on fait sa connaissance, elle est vraiment toute prête d'accoucher, c'est juste une question de jours, une question de semaines. Et elle appréhende l'accouchement, elle appréhende le fait de devenir maman, elle ne se sent absolument pas prête. Vers ce personnage, on va parler de beaucoup de choses qui entourent la maternité, de la pression pour être une mère parfaite, de tout ce qu'on peut voir. Toutes ces femmes pour qui on a l'impression que la maternité c'est inné, qu'elles gèrent toujours tout d'une main de maître, qu'elles sont fantastiques. Ensuite, Maggie va avoir son bébé. Et là, ça va être la déprime, elle va essayer de tout mener de front, elle va s'épuiser et on va notamment parler de baby blues à travers ce personnage-là, et il y a des moments qui sont très forts, qui sont très poignants. On ressent vraiment une grande culpabilité de la part de Maggie de pas réussir à tout gérer aussi bien qu'elle le voudrait, à pas être aussi parfaite qu'elle le voudrait. C'est un personnage qui a beaucoup de caractère, c'est un personnage qui est très perfectionniste et vraiment j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. Je suis pas maman, donc je peux pas me mettre à sa place. Je sais pas ce que c'est pour l'instant de vivre une grossesse, je sais pas ce que c'est d'être maman, d'avoir vraiment cette pression aussi sur les épaules, d'avoir un petit être humain qui dépend entièrement de nous.
Voilà, ça je peux pas me mettre à sa place à ce niveau-là, mais j'ai trouvé qu'en tous les cas l'autrice arrivait vraiment à me faire ressentir ses émotions, que c'était vraiment très bien mené. C'est un personnage très fort et voilà, j'ai trouvé qu'il était superbement bien décrit. Et on retrouve à travers ce personnage, comme à travers les deux autres, eh bien l'humour propre à l'autrice, et ça fait vraiment plaisir. On a ensuite Roxane. Alors Roxane, comme je disais, elle est journaliste freelance. Elle fait souvent des articles sur des hôtels, sur des lieux de séjour à l'étranger, notamment Chypre, en France. Voilà, elle voyage très souvent et elle écrit régulièrement des articles pour le journal. Elle est très amoureuse d'un homme, elle a une relation avec un homme depuis plus de 6 ans, mais ses amis ne connaissent pas l'identité de cet homme. Roxane ne veut rien dire, pour la bonne et simple raison que cet homme est un homme marié. Donc elle vit vraiment au jour le jour. Bien sûr, elle espère qu'un jour cet homme va quitter sa femme pour elle, mais petit à petit elle s'est fait l'idée que ça n'arrivera pas forcément et que bien c'est comme ça, elle est la maîtresse et puis elle le restera. Mais elle vit vraiment pleinement les moments qu'elle peut vivre avec cet homme. À côté, elle dit à ses amis qu'elle a tout un tas de relations à droite à gauche, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'elle est vraiment très éprise de cet homme, et on va très rapidement découvrir qui est cet homme. Et pareil, Roxane, c'est une femme de caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est déterminée, qui est blindée d'humour, que j'ai beaucoup aimé suivre. Et la troisième protagoniste qui est un petit peu plus notre personnage principal, parce que l'histoire est quand même un peu plus centrée de son point de vue, c'est Candice. Alors Candice, elle est rédactrice, il me semble, pour le journal de Londoner, donc elle travaille dans les bureaux avec Maggie. Maggie va partir en congé maternité et va être remplacée par Justin, et Justin n'est autre que l'ex de Candice. Ils se sont pas forcément quittés en très bon termes, son ex, et ça devient son chef. Donc une relation un petit peu tendue s'annonce au travail. Elle est très proche de ses deux amis. Son père est décédé il y a quelques années, et suite au décès de son père, ils ont découvert avec sa mère que tout l'argent qu'il possédait, en tout cas une grande partie de l'argent que la famille possédait, était le résultat d'escroqueries que son père avait mené sur différentes personnes. Donc ils ont été couverts de dettes, ils ont dû rembourser de l'argent à beaucoup de monde. En allant à leur petit rendez-vous mensuel au bar le Manhattan, elles vont tomber sur Heather. Heather, c'est une ancienne camarade de Candice. Elles étaient à l'école ensemble, au collège ensemble, et cette jeune fille a dû partir précipitamment avec ses parents. Elle a déménagé, ses parents sont ensuite séparés, et là Candice reconnaît cette jeune fille, puisque si elle a dû partir aussi vite de l'établissement scolaire, c'est entre autres puisque son père a été l'une des victimes du père de Candice. Donc ils ont tout perdu suite aux manigances un petit peu financières et aux escroqueries du père de Candice. Et Candice est prise de pitié, de remords pour cette jeune femme. Elle veut tout faire pour l'aider, donc elle va essayer de lui trouver un poste au journal dans lequel elle travaille. Elle va essayer de l'inclure dans sa bande d'amis, ce qui va pas forcément plaire aux deux autres femmes qui, elles, se méfient énormément des heures. Voilà, je vous en dis pas plus pour le résumé. C'est une histoire qui est vraiment rondement menée. Il y a des choses bien sûr qui étaient prévisibles, on le sait. Je veux dire, quand je prends un roman de Sophie Kinsella, ou même quand je prends un roman de chick lit en général, je m'attends pas à des révélations de folie, mais je m'attends à passer un bon moment. Et là ça a vraiment été le cas, avec en plus, comme je vous disais, des sujets que j'ai trouvé importants. Notamment, je vous ai parlé du baby blues, je vous ai parlé de la pression sur les mamans. À travers le personnage de Roxane, on va parler d'amour parfois un petit peu impossible. À travers le personnage de Candice, on va parler de culpabilité, on va parler du poids des secrets de famille, de la pression qu'elle peut vivre aussi parce qu'elle se sent responsable de ce qu'a commis son père, elle se sent responsable vis-à-vis des heures, elle se sent responsable de son passé compliqué. Et voilà, j'ai trouvé que chaque personnage a vraiment une psychologie extrêmement bien développée. Chaque personnage amène des problématiques qui sont vraiment creusées, qui ont toute une résolution, et une très belle résolution à la fin de l'histoire. Et vraiment, j'ai trouvé que la fin était juste parfaite. C'était une lecture vraiment très détente. J'ai vraiment l'impression, en lisant un roman de chick lit, de me poser devant les téléfilms de l'après-midi qu'on peut voir
sur les chaînes comme TF1, M6, et vraiment quand je dis ça c'est pas péjoratif parce que je suis très friande de ce genre de téléfilm, notamment au moment de Noël, mais pas que, tout le reste de l'année, et je retrouve vraiment cette ambiance en prenant un roman de chick lit, et là ça a vraiment été le cas, et c'est l'un des meilleurs romans d'ailleurs de chick lit que j'ai pu lire depuis quelques années. Donc vous l'aurez compris, je pense Cocktail Club c'est un livre que je ne peux que vivement vous recommander, fait que confirmer mon envie personnellement de continuer à découvrir tous les livres de cette autrice, et j'ai déjà hâte de lire le prochain. C'est pas pour tout de suite mais il me tarde déjà. Maintenant, pour parler un petit peu de ma lecture en cours, on va passer à un genre complètement différent. Je l'ai commencé juste hier soir, j'ai lu que 56 pages, il en fait 226, et honnêtement, pour l'instant, je pourrais pas trop vous en dire, et je pourrais même pas vous dire quel est le genre littéraire de ce livre, parce que c'est très particulier. Alors ce livre, c'est Savoir-vivre de Eddie Cadour. Alors, je suis vraiment désolée si je prononce mal le nom de l'auteur. C'est paru chez Folio. Je pense que je vais tout simplement vous lire la 4e de couverture parce que pour l'instant, honnêtement, je serais incapable de vous le résumer parce que, vous voyez, je suis pas très avancée dans ma lecture, mais je vois pas du tout où on veut en venir. Et bref, je vais vous lire la 4e de couverture, je pense qu'on va faire comme ça va être plus simple. Les partis fascistes, ce n'est pas ce qui manque ici, disait Max à Lena en passant avec elle sur Tower Bridge. Ils rêvent tous de refaire le coup de Mussolini. On part à une poignée et un jour, après quelques manifestations, on devient tout. Et plus la poignée est petite, plus la réussite sera éclatante. C'est une histoire vraie, celle d'un homme de guerre et d'une femme seule. Elle s'est passée en Angleterre au cours des années 1920. À l'époque, elle a fait 5 colonnes à la une dans la presse, puis elle a disparu. J'ai pensé qu'elle valait la peine d'être racontée dans un roman. Alors un livre qui ne doit pas être très connu je pense, puisque je vous ai demandé en story sur Instagram si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire, et j'ai eu 100% de non. Donc sur toutes les personnes qui ont voté, personne ne connaît ce livre. J'avoue que je l'ai pris complètement par hasard en magasin solidaire, puisque l'histoire se passe à Londres dans les années 1920, nous dit la 4e de couverture, puisque de ce que j'ai lu hier, on est plutôt dans les années 30. Et j'adore l'Angleterre, j'adore le Royaume-Uni, et la période d'entre-deux-guerres, c'est une période qui m'intéresse énormément, qui me passionne toujours et dans laquelle j'aime toujours me plonger. Donc je me suis dit qu'après le roman assez léger de Sophie Kinsella, là je revenais à quelque chose d'un petit peu plus lourd peut-être. Ça se lit très bien, très vite surtout. On enchaîne les pages, ça se tourne très facilement. Je peux pas forcément vous en dire plus, je pars vraiment dans cette lecture à l'aveugle. Je pense que ça va se lire très rapidement, mais pour l'instant c'est le grand flou, je n'en sais pas trop. Alors quel est ce fait divers, quelle est cette histoire qui a quand même fait 5 colonnes à la une de la presse à l'époque? Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, donc j'ai hâte de me replonger dans ma lecture et de vous en reparler plus tard. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais avancer et puis moi je vous dis à bientôt pour un petit update. Vendredi, il est 16h30, il fait plus complètement jour, c'est pour ça que j'ai été obligée d'allumer les lumières au plafond et donc que la luminosité est peut-être pas franchement tip top. En plus de ça, je reviens d'une séance de marche intensive de 30 minutes histoire de prendre un bon gros bol d'oxygène, même s'il pleuviotait un petit peu. Ça fait du bien, honnêtement, ça remplit les poumons, ça change les idées. C'était chouette, mais je suis peut-être encore un petit peu rouge, coiffée un petit peu dans tous les sens, mais je voulais absolument vous retrouver puisque juste avant de partir pour ma petite balade, j'ai terminé Savoir-vivre de Eddie Cadour, et donc je voulais faire un petit point avec vous. Donc Eddie Cadour, c'est un auteur et poète franco-tunisien, et je pense que c'est important de noter le fait qu'il est aussi poète, puisque notamment pendant le 2e chapitre il me semble, j'ai vraiment ressenti ce côté poète, ce côté musicalité, mais franchement je n'ai pas complètement accroché à ma lecture. La plume de l'auteur, l'écriture
a pas su me convaincre, vraiment j'ai pas accroché avec l'écriture, même si j'ai beaucoup aimé le dénouement final si je puis dire, puisque c'est un livre qui est donc tiré d'un fait divers, d'une histoire vraie qui a eu lieu en Angleterre pendant les années, donc sur la 4e de couverture on nous dit les années 20, mais quand on commence le livre on est dans les années 30, donc je sais pas trop à quelle période exactement. En tous les cas, c'est une histoire vraie. Donc pas comme dans un roman policier, ce n'est pas l'auteur qui a créé une fin extraordinaire, incroyable. Il a pas romancé le fait divers en lui-même, mais il a amené des personnages fictifs pour introduire ce fait divers. Puisque dans ce livre, on fait la rencontre de Max et Lena. Max est français, il est journaliste, il se retrouve donc en Angleterre avec Lena, il est amoureux d'elle, des sentiments peut-être à sens unique, je sais pas s'ils ont eu une relation par le passé ou non. Lena quant à elle est américaine, c'est une grande cantatrice de talent, il s'avère qu'en ce moment elle est basée à Londres. Elle entretient une relation avec Thibaut, son pianiste, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, donc au début on a l'impression que c'est un petit peu les histoires d'amour de ces deux personnages, on ne sait pas trop ce qui va se passer exactement. Ils assistent à un défilé un petit peu particulier dans le centre de Londres. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre d'un grand colonel qui aurait apparemment combattu pendant la bataille de Mons, qui fait partie d'un grand parti communiste, il me semble, et qui veut lutter contre le gouvernement en place actuellement au Royaume-Uni. Et donc Max a très envie d'écrire un papier sur cet homme, donc ils vont se retrouver très régulièrement. Avec Lena aussi, puisqu'il a bien remarqué que lorsque Lena était là, cet homme parle plus facilement. Est-ce que c'est parce qu'il a envie d'impressionner la jeune fille ? On ne sait pas forcément. Et c'est comme ça petit à petit qu'on va découvrir l'histoire de ce colonel, et c'est donc l'histoire de ce colonel, vous l'aurez compris, qui est ce fameux fait divers. Je vais pas vous dire quel est ce fait divers exactement parce que ça vous spoilerait vraiment l'élément qui moi m'a vraiment surprise à la fin. J'ai trouvé que c'était une histoire assez forte quand même, ça fait réfléchir sur la place des femmes à cette époque. On le sait, dans les années 20, dans les années 30, la place des femmes n'était pas forcément enviable, notamment après la Première Guerre mondiale, lorsqu'on a estimé que elles devaient arrêter de travailler, toutes ces femmes qui avaient travaillé pendant la Première Guerre mondiale, notamment dans les usines, puisque les hommes étaient partis à la guerre, on estimait qu'elles volaient un petit peu maintenant le travail des hommes, donc elles devaient retourner à leur rôle initial qui est celui d'être à la maison, d'entretenir le foyer, de préparer à manger, de s'occuper de la maison, tout simplement d'être une bonne ménagère. Et ce livre nous rappelle que la place des femmes n'était pas forcément top à cette période-ci, même en Europe. On se rend compte que même dans la vie courante, la vie de tous les jours au sein du foyer, la femme n'avait pas forcément son mot à dire, notamment sur beaucoup de sujets comme les sujets politiques, et ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est un livre qui a vraiment su me plonger dans l'Angleterre des années, bien finalement je ne sais toujours pas si c'est les années 20 ou 30, mais en tous les cas dans la première moitié du XXe siècle, avec des descriptions. On va notamment parler des tenues, parler des rues, parler du quotidien de la femme du colonel, et même du colonel lui-même quand il a tenu un petit restaurant. Vraiment, ça c'était déplongé dans cette époque. L'auteur a su me captiver, a su me transporter. Donc le livre est divisé en plusieurs parties, et il y a des parties pendant lesquelles honnêtement j'étais complètement perdue, notamment des parties où on était sur des choses très politiques, avec des références politiques aux communistes, aux socialistes, aux travaillistes, etc. J'y connais honnêtement pas grand chose en politique. Vraiment pas grand chose, donc j'ai été un petit peu perdue à ces moments là. Et ce fameux chapitre, je vous disais au début du livre, dans lequel on sent vraiment que l'auteur est également poète, c'est un chapitre où Lena est en train de travailler donc avec Thibaut, ce fameux pianiste avec lequel elle entretient une relation, et ils sont en train de débattre de leur relation amoureuse en même temps qu'ils sont en train de débattre du texte musical sur lequel ils sont en train de travailler. Donc Lena est une grande cantatrice, donc c'est à la fois une analyse de texte, donc une analyse des paroles qu'elle chante dans ce morceau-ci, des paroles qui en plus de ça sont en allemand, donc elle analyse le texte qui est
en allemand et elle essaye de transposer un petit peu ça à leur relation, et en même temps c'est aussi une analyse musicale, une analyse de la portée, du rythme de la musique. Non, là ça doit être un peu plus intense, c'est une blanche, c'est une ronde. Alors j'ai fait de la musique pendant quelques années, j'ai les termes, même si ça remonte un petit peu, même si c'est pas forcément toujours très clair dans mon esprit, mais là j'étais juste complètement perdue. J'arrivais pas à voir le lien entre les paroles du chant, la vitesse, le rythme de la musique et leur relation. Vraiment c'était peut-être trop mis en poésie pour moi, ça m'a complètement perdue. C'est juste le coup de 4-5 pages, mais c'est au tout début du livre et je me suis dit là, mais je ne comprends absolument rien à ma lecture. Ensuite on nous introduit le colonel et là tout commence à se mettre en place. J'étais vraiment plus plongée dans l'histoire, un livre qui se lit vraiment très rapidement. Je vous disais, il y a plusieurs parties, les chapitres sont très courts, donc on a un début de partie, une page blanche, ensuite un début de chapitre. Les chapitres sont très courts, les pages sont épaisses et ça fait juste 229 pages. Donc honnêtement ça s'est lu très rapidement. Une fois vraiment tous les personnages introduits, une fois que j'étais vraiment plongée dans l'histoire, j'ai passé un bon moment. J'étais vraiment plongée dans le début du XXe siècle. J'ai vraiment aimé cette plongée, notamment dans l'Angleterre de cette époque-ci, parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est vraiment un pays que j'aime énormément, qui m'intéresse énormément. Voilà. Je mettrais peut-être 2 étoiles et demie sur 5 honnêtement. Petite déception, je m'attendais à plus. Quand on me dit quand même à l'époque elle a fait 5 colonnes à la une dans la presse puis elle a disparu, j'ai pensé qu'elle valait la peine d'être racontée dans un roman. Je peux vraiment comprendre pourquoi cette histoire a fait à cette époque 5 colonnes dans la presse, même si j'y allais à l'aveugle. Petite déception pour moi. Ça m'a permis en tous les cas de découvrir un nouvel auteur et j'ai son autre livre Les Prépondérants qui est dans ma wishlist depuis quelques années maintenant, un livre qui est beaucoup plus épais il me semble, si je me trompe pas. Donc à l'occasion, si je tombe dessus en magasin de seconde main, pourquoi pas, je lirai avec plaisir d'autres livres de l'auteur parce que mine de rien j'ai passé un bon moment, mais petite déception quand même. Maintenant je vais pouvoir entamer une nouvelle lecture et j'ai super hâte puisque je vais avancer dans une saga. Je vais lire le tome 2 de la saga Lucie Valentine. Je vous mets une petite image de la couverture juste ici. Le tome 2 il s'appelle Désespérément et Lucie Valentine c'est une saga de Heather Weber qui est parue en France chez les éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, une collection qui n'existe malheureusement plus il me semble, mais c'est notamment dans cette collection là qu'étaient parus les livres de Robin Carr, la saga Virgin River que j'aime énormément. C'est aussi dans cette édition là qu'était parue la saga Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber que j'aime énormément aussi. Vraiment pour moi cette collection c'est une valeur sûre et avec Lucie Valentine on déroge absolument pas à la règle. Honnêtement, le premier tome, ça a été un vrai petit bonbon, un régal. Dans cette saga, on suit le personnage de Lucie Valentine. Dans la famille de Lucie, tout le monde a un don particulier, c'est le don de voir les auras qui entourent les gens. Et c'est comme ça que l'entreprise de sa famille a un grand succès, puisqu'il s'agit d'une agence matrimoniale. Donc en voyant l'aura des gens, ils voient donc des couleurs, ils peuvent associer les gens entre eux, et ça fonctionne bien sûr à tous les coups. Donc une agence matrimoniale qui a énormément de succès et c'est un petit peu le comble pour des personnes qui gèrent une agence matrimoniale, mais les relations de couple dans cette famille c'est un petit peu compliqué. Le père de Lucie va devoir s'absenter et il lui remet donc les rênes temporairement de l'agence matrimoniale. C'est une petite exception. Eh bien c'est Lucie, puisque Lucie elle n'a absolument pas ce don là, elle en a un autre, c'est celui de retrouver les objets disparus, donc qui pour elle ne sert absolument à rien du tout. Donc elle va essayer tant bien que mal de gérer du mieux qu'elle peut l'agence matrimoniale pendant l'absence de son père. C'est bourré d'humour, vraiment c'est de l'amour, de l'humour, une petite dose de magie, c'est un cocktail qui fonctionne super bien. C'est prévisible, voilà, pour certaines histoires d'amour on voit vraiment où on va en venir dès le début du livre. C'est pas prise de tête, c'est complètement détente, mais ça fonctionne et j'ai déjà hâte de retrouver Lucie. J'ai hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Je vais commencer là maintenant ce soir et honnêtement je pense que je vous en reparle demain soir maximum parce que je sais qu'une fois commencé j'aurai beaucoup de mal à le lâcher. Donc c'est parti pour une nouvelle lecture et bien moi je vous en reparle dès que j'ai terminé, donc je vous dis à plus tard. On
est dimanche, il est 13h10, donc je m'empresse de clôturer ce vlog pour pouvoir m'atteler au montage et vous le poster aujourd'hui. Je viens de terminer ma lecture de Désespérément, donc le tome 2 de la saga Lucie Valentine de Heather Weber, donc je vais vous faire un petit point, ce qui va permettre de clôturer vraiment mon avis sur toutes les lectures de la semaine. Une semaine qui a été assez riche en lecture quand même, donc je suis plutôt contente. Mis à part la petite déception du livre de Eddie Cadour, j'ai passé d'excellentes lectures et ça a encore une fois été le cas avec ce tome 2 qui était juste génial, vraiment. C'est le genre de livre, on tourne la dernière page, on le referme et on a du baume au cœur, vraiment un excellent moment. Mes petits mémoires moi-même, pour la prochaine fois il faudra que je laisse un petit peu moins de temps entre deux tomes parce que j'étais un petit peu perdue en commençant ma lecture. La lecture du premier tome remontait un petit peu trop je pense, et quand je vous en ai parlé du coup avant de le commencer c'était assez flou. Donc pour revenir vraiment sur les détails, dans cette saga on suit le personnage de Lucie Valentine, et je vous le disais, dans la famille de Lucie, tous les Valentines de génération en génération ont un don, c'est de voir une aura de couleur autour des personnes, et ils savent comme ça quelles personnes vont bien ensemble puisqu'elles ont une aura de la même couleur. C'est ce qui fait que l'agence matrimoniale gérée par le père de Lucie a autant de succès, puisque bien évidemment c'est une méthode juste infaillible. Personne n'est au courant de ce don, et ce don est accompagné aussi d'une malédiction, ce qu'ils appellent la malédiction Cupidon, puisque si les Valentines sont très doués pour former des couples, et bien ils sont condamnés eux à ne pas être heureux en amour. Et on suit le personnage donc de Lucie Valentine, qui est la fille d'Oscar, qui tient l'agence matrimoniale, et elle a pas ce don puisque elle l'avait avant, mais elle a été frappée par la foudre à l'âge de 14 ans, donc elle a un autre don, celui de retrouver des objets perdus. Comme je vous le disais au début, elle se dit c'est un don qui sert pas franchement à grand chose, mais elle va quand même réussir à participer au succès de l'agence. On va le découvrir dans ce deuxième tome. Ils vont monter une branche amour perdu, puisque pour retrouver un objet perdu, il faut qu'elle touche la paume soit de son propriétaire ou de la personne qui a offert l'objet. Par exemple, dans ce tome-ci, ils vont rechercher une femme disparue, donc elle va essayer, grâce à un bracelet que sa mère lui a offert, en touchant la paume de la mère qui va penser au bracelet, elle va pouvoir retrouver le bracelet. Donc s'il est sur cette personne, retrouver cette personne. C'est vraiment une manière détournée d'utiliser son don pour quand même arriver à ses fins et quand même aider les gens. Elle va aider beaucoup de monde, je vous le disais, il y a la branche amour perdu de l'agence matrimoniale qu'ils vont développer. Donc là c'est des personnes qui veulent retrouver un amour qu'ils ont perdu depuis longtemps. Dans ce tome-ci on va faire la rencontre de Léo, qui est assez âgé, qui a été présumé mort à la guerre, mais ce n'est bien évidemment pas le cas puisqu'il est dans le bureau de Lucie et il veut retrouver son grand amour Johan. C'était sa fiancée avant de partir à la guerre. Bien évidemment elle a refait sa vie, puisque pour elle son grand amour est décédé au combat, mais ça y est, il est prêt à lui dire qu'il est bel et bien vivant. Il a très envie de la retrouver, donc Lucie va partir à la recherche de Johan, et en parallèle de ça elle va mener une enquête pour la police, puisque suite à un certain succès dans le premier tome, maintenant elle travaille aussi étroitement avec la police. À côté de ça on suit également son histoire d'amour avec Sean, qui est le frère de Sam, les deux frères qui tiennent l'agence de détectives juste au-dessus du bureau de Lucie, et de qui elle est très très proche, et ils sont en étroite collaboration, puisque que ce soit pour les enquêtes avec la police ou pour la branche amour perdu de l'agence matrimoniale, l'agence de détectives travaille étroitement avec eux, et ils s'entraident. On suit donc ces deux enquêtes, l'histoire privée de Lucie, l'histoire de ses deux meilleures amies, leur vie privée également, Marisol, M. Il y a tout un tas de personnages, on découvre leur vie privée au fil des tomes, et à chaque fois on a une nouvelle enquête, donc deux nouvelles enquêtes, une pour l'agence matrimoniale et une pour la police, et tout ça est vraiment super bien mené. Alors je vous disais, j'ai mis trop de temps entre les deux tomes, donc au début de ma lecture j'étais un petit peu perdue, je me disais oh là là, qui est ce personnage, qu'est-ce qui s'était passé entre deux, etc. Tout s'est réimbriqué, mais j'ai trouvé que c'était assez lent. La première moitié du livre, je trouvais qu'il se passait pas grand chose, mais en fait on a tellement de personnages, on a tellement de choses qui se mettent en place au niveau des enquêtes, au niveau de leur histoire un petit peu plus personnelle, que bien le temps d'introduire tout le monde. C'est un livre qui fait 280 pages il me semble, il n'est pas très épais, ça prend un petit peu de temps quand même, et là dans la deuxième partie du roman ça a été vraiment
le feu d'artifice, l'explosion, les enquêtes se sont résolues. Vraiment ça m'a fait chaud au cœur, je vous le disais, c'est vraiment ce genre de saga qui réchauffe le cœur, qui fait du bien, qui met du baume au cœur, qui nous laisse un sourire sur les lèvres, et ça a encore une fois complètement fonctionné. J'étais très satisfaite de la résolution des deux enquêtes, j'ai trouvé que c'était très bien amené. Encore une fois, on a le côté un petit peu policier, le côté un petit peu magie, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, sans pour autant vraiment tomber dans le mièvre, dans le trop mielleux. Vraiment, je passe un excellent moment avec cette saga et j'ai hâte de la continuer. En plus de ça, au niveau de la famille Valentine, on a beaucoup de révélations assez fracassantes qui ne donnent qu'une envie, c'est se plonger dans le 3e tome. Et je pense que ça ne saurait tarder, je ne sais pas quand je vais me le caser encore, mais cette fois-ci je vais éviter d'attendre un an, je pense. Donc voilà pour ma lecture du tome 2 de Lucie Valentine, une saga qui est vraiment trop peu connue. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, mais sinon honnêtement j'en avais jamais entendu parler. Que vivement vous la recommander si vous aimez les histoires d'amour, les romans pas vraiment policiers, mais où il y a une petite enquête avec une petite touche de magie, le tout saupoudré de beaucoup d'humour. Vraiment dans ce cas-là, foncez sur la saga Lucie Valentine parce que c'est super chouette et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je voulais également vous parler un petit peu film, puisque hier soir, ce week-end, donc mon mari travaille de week-end, donc je suis toute seule tout le week-end, ce qui est l'occasion pour moi de regarder des films qui sont pas franchement dans ses goûts, qu'il a pas franchement envie de regarder, donc je suis toute seule, c'est l'occasion d'en profiter. Et j'ai donc regardé le premier film de Downton Abbey, donc la série, je suis une grande fan, je l'ai déjà regardé 2 ou 3 fois, il me semble, du début à la fin. Et j'avais le premier film qui attendait dans ma liste sur Netflix depuis un bon petit moment quand même. Je me disais non, je me le garde pour un moment où vraiment j'ai envie de me poser pour le regarder, parce qu'il dure quand même 2h03, il me semble, quelque chose comme ça, en tous les cas bien 2 heures, mais honnêtement j'ai pas vu filer ces 2 heures, c'était juste génial. C'était comme rentrer à la maison, retrouver les personnages, retrouver l'ambiance de la série. Pour moi Downton Abbey c'est incomparable, personne ne pourra reproduire exactement Downton Abbey, que ce soit les personnages, l'histoire, l'ambiance, l'atmosphère, la manière de tourner la série, de filmer, les intrigues, etc. Vraiment, je suis une grande fan de Downton Abbey et j'ai beaucoup aimé ce film, et j'avoue que j'avais quand même les petites larmes quand j'ai terminé celui-ci. Maintenant j'ai hâte de voir le deuxième, donc je pense que je vais attendre patiemment son arrivée sur Netflix, qui ne risque pas d'être pour tout de suite parce que je crois qu'il est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, même si maintenant c'est un petit peu plus rapide à arriver sur les plateformes après la sortie cinéma. Je crois que ça fait à peine 6 mois, 1 an peut-être qu'il est sorti au cinéma, si je dis pas de bêtises. J'ai passé un excellent moment, donc si vous aussi vous avez déjà vu la série, que vous êtes un grand fan, je vous invite à découvrir le film, même si je pense que pour beaucoup de fans vous avez déjà vu ce film-ci, peut-être même le deuxième. Je suis consciente que comme d'habitude j'arrive toujours avec quelques wagons de retard, mais c'était vraiment une super petite soirée ciné. Après ça j'ai vraiment voulu avancer dans ma lecture, donc du tome 2 de Lucie Valentine, donc je me suis couchée très tard et ce matin c'était un petit peu compliqué. Je vais clôturer ce vlog, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, à laisser un petit like. C'est pas grand chose mais ça motive, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, à venir papoter avec moi, lecture, film, série, bref, à venir papoter dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir également. Sur ce, eh bien je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée, nuit, soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien sûr également d'excellentes lectures. Et bien moi je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous, bye bye.